Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le Scénarisme, le podcast qui met en avant les héros de l'ombre du grand écran. Je suis Hugo Biou, jeune scénariste passionné et chaque mois, je reçois un invité exceptionnel pour plonger dans les coulisses de ses créations. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Jean-Baptiste Delafont qui vient nous parler du film phénomène du moment, Gourou. Matt, incarné par Pierre Ninet, est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire. Nous reviendrons avec Jean-Baptiste sur le regard qu'il pose sur les coachs, sur notre société plus largement, mais aussi et surtout sur son aventure de scénariste avec le réalisateur Yann Gosselin et l'acteur-producteur Pierre Ninet. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochains épisodes. L'émission a également ouvert un Patreon si l'envie vous vient de soutenir les futurs projets en échange de nombreuses contreparties alléchantes. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas, chaque écoute, chaque partage, chaque don contribue à enrichir cette magnifique aventure dédiée à l'art du scénario. Mais pour l'instant, installez-vous et laissez-vous emporter par ce 8e épisode du scénarisme. Bonne écoute. Eh bien bonjour Jean-Baptiste et merci Bonjour, beaucoup Hugo. d'être venu. Avec plaisir. Jean-Baptiste, donc je disais à l'instant que c'était la deuxième fois que je te voyais, parce que tu avais présenté une masterclass pour la mythomane du Bataclan, qui a changé de nom et qui est devenue une avis dévouée par la suite, ici à la SACD. Mais par contre, c'est la première fois que tu me vois, dans cet ordre, ça sera mieux. Question traditionnelle chez nous ici, Jean-Baptiste, est-ce que tu pourrais expliquer, raconter Gourou à celles et ceux qui ne l'auraient encore pas vu? Très succinctement, donc Très vraiment succinctement, un le petit cœur, pitch, le vraiment, cœur du projet, c'est d'être en immersion dans la psyché d'un coach de vie et qui dérive petit à petit vers le fait de devenir un gourou, quoi. C'est très succinct, Voilà. moi c'est carré. Donc Jean-Baptiste, je parlais d'une amie dévouée il y a quelques instants, mais tu es passé par Julie Lescaut, Maison Close, j'ai pris des notes parce que la liste est longue, Baron Noir, Les Promesses, Vision, Tapis d'argent et de sang, une amie dévouée donc, Les Braises, Merteuil, donc c'est un sacré parcours. Comment est-ce que tu as commencé? C'est un peu la question que j'aime aussi Bah, tu as poser. donné un petit peu la réponse. Avec Julie Lescaut, j'ai commencé par des séries policières hertziennes classiques de l'époque. Sans formation préalable? Non, sans formation. J'ai fait de la Diplôme de philo? Ouais, Ouais. voilà, j'ai fait de la J'ai philo. fait Et mes puis devoirs. après, enfin voilà, je cherchais à gagner ma vie avec ma plume d'une manière ou d'une autre. Donc je me suis intéressé à la télévision. J'y connaissais pas grand-chose. J'étais assez, sans doute même un peu snob, un peu perché dans la haute culture, la philo et tout ça. Mais bon, quand on a la dalle, on abandonne vite son snobisme. Donc j'ai regardé consciencieusement tout ce qui se faisait à l'époque. Je me souviens en regardant le nom des boîtes de prod. Pourtant, je pense qu'Internet existait à l'époque, hein, mais bon, je me vois regarder les génériques. Et j'ai envoyé des synopsis. À chaque fois, je voyais quelque chose, une série, un unitaire, machin. J'essayais de proposer un sujet à la manière d'eux. Et en fait, c'est sur Julie Lescaut que ça a pris. J'en ai fait pas mal. J'ai travaillé sur séries PJ, j'ai créé des séries policières. Enfin, voilà, j'ai eu une première période comme ça sur le polar, avec beaucoup de plaisir et en même temps, à un certain moment, une lassitude. Et qui a correspondu au moment où la création originale a ouvert. Et je me suis enfoncé dans la brèche créée par Canal, où j'ai fait beaucoup de choses pour eux, beaucoup de choses aussi qui ne se sont pas faites, mais où j'avais un espace de création qui était vraiment intéressant, même si c'était jamais facile, mais c'était intéressant.
Et pour bien que je comprenne, du coup, tu regardais les génériques des séries que tu aimais Ouais, bien et tu leur proposais ouais, des pitchs qui ouais, correspondaient à leur ouais. direction artistique, Je on va dire, de faisais manière globale? des 2, 3, 4, 5 pages Ah, pour proposer 1 ou 2 ou 3 épisodes, enfin selon l'énergie que j'avais, des petits etc. traitements, non, même pas, Ouais, des des petits synopsis, quoi, des ouais, synopsis, des propositions d'épisodes, en fait. OK. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est une manière de me faire la main. Et puis j'avais vraiment, vraiment envie d'y arriver. Donc, c'est marrant, là, du coup, ça me fait penser tout d'un coup au personnage de Goro qui raconte comment, dans sa jeunesse, il a la dalle et Ce que tu veux, c'est ce que tu es. ouais, Ouais. voilà. Et donc là, j'étais en mode, j'avais Coach Matt derrière moi qui me tapait dans les fesses. Non, j'étais coach mattisé. Mais ouais, bah non, mais je me suis un peu battu et voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Ouais, tout à fait. Et ouais, voilà. On y reviendra plus tard sur cette histoire de motivation, via Mm. le coaching. Donc c'est ta deuxième collaboration, avec Yann Gozlan, sauf erreur de ma part. La première, c'était Vision. Ouais. Donc on sait que le scénario vient d'une idée originale de Pierre Ninet, producteur et acteur principal du film en question. Ma question, elle est un peu, bon, c'est une question qui met un peu les pieds dans le plat dans l'idée, mais quel poids on a quand on est scénariste sur un film où il y a 2 personnes qui ont énormément de contrôle autour, à savoir Yann Gozlan et Pierre Ninet? Franchement, très important, moi, j'ai trouvé. Euh, parce que Pierre fait confiance en Yann et Yann me fait confiance. Donc, Dans cet ordre? ouais, un peu dans cet ordre. Après, on a appris à se connaître avec Pierre aussi. Mais donc, du coup, non, dès le départ, j'ai eu l'impression de pouvoir, enfin, d'être entendu. Et parce que ça, j'en parle facilement parce que Pierre lui-même en parle de temps en temps en interview, donc ce que je trouve très élégant de sa part. Du coup, je peux raconter la genèse qui est que, donc en effet, c'est une idée de Pierre Ninet de vouloir interpréter un coach de vie. Mais lui, tout de suite, il a l'idée d'un setup qui serait quelqu'un d'extérieur qui a perdu un proche, qui infiltrerait l'organisation du coach pour essayer de découvrir la vérité et qui tomberait sous emprise, s'en libérerait, enfin ce genre de schéma-là. Et dès le début, j'ai dit à Yann que moi, je n'avais pas envie de ça. Ça me semblait... ça me donnait pas envie, ça me semblait un peu old school. Puis surtout, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de proposer une expérience qui est une expérience immersive avec le trouble d'aimer, de moins aimer, de haïr quelqu'un qui est pourtant le point de vue proposé au spectateur. Donc un film qui travaille sur le malaise aussi. Et, euh, et ça, c'était vraiment le projet originel. Et Yann, ça lui a tout de suite parlé. Et d'ailleurs, enfin, c'est intéressant parce que je me rends compte que quand même, c'est finalement ce qui reste. Donc, c'est toujours les premières intuitions, les premières envies du film qu'on aurait envie de voir presque Ouais. soi-même si jamais on entendait parler de ce sujet-là. Mmh. C'est vraiment essentiel. C'est presque voilà, Ouais. c'est ce qu'on a au début, mais c'est finalement ce qu'on a à la Faut fin. savoir Donc, s'y fier, ouais, des fois, il faut pas se tromper sur cette intuition-là. Bon. garder la Parce bande qu'après, annonce, près de soi, voilà, je quoi. pense, je vais en parler, ça a été vraiment pas facile, mais je pense que ça a tenu parce que cette intuition-là, elle était quand même intéressante. Et bon, comme tu veux. Non, non, j'allais relancer en parlant plus simplement, de manière très terre à terre, de la répartition de la charge de travail dans le scénario. Est-ce que toi, tu aurais eu peut-être un travail plus orienté sur la structure et le dialogue, là où Yann avait peut-être un travail plus de mise en scène, direction artistique, un peu de l'image? Ou est-ce que tout ça, au final, est mélangé et on s'envoie vraiment des idées? Il y a un vrai échange? En fait, moi, presque toujours, je travaille un peu de la même manière. Je suis quand même assez solitaire et j'aime bien garder la main et garder la plume à la main, et cetera. Donc, c'est des c'est des séances de travail, de discussion. On discute de tout à l'infini. Voilà, mais c'est moi qui
qui a la main sur le gouvernail. Sur le final draft. Ouais, sur le final draft, je suis pas très partageur du final draft. J'ai cru entendre ça il y a 1 an lors Ah d'une oui. masterclass. Ah oui, bah oui, il y avait cette histoire où une fois j'ai fait l'erreur voilà, je me suis fait un peu embrouiller par un réalisateur qui m'a dit non, mais c'est juste pour mes didascalies machin, et puis c'était le début de la fin. Mais non, mais il y en a eu accès au final draft. Mais c'est quand même, voilà, j'ai quand même tenu le bateau, et il fallait. Donc après, il y a eu énormément de versions, donc c'est beaucoup de discussions avec à certains moments Pierre et les producteurs qui intervenaient. Mais C'était des réunions plutôt à 3 où c'était Yann, toi, Pierre, vous étiez à peu près répartis comment? Non, le 90-15%, c'était moi et Yann en termes de réunion, Hmm. et le reste, c'était avec Pierre, parfois avec Pierre Wassim Beji, Ouais. Marc-Henri, voilà, l'associé. Voilà, parce qu'il Pierre. n'était pas seul producteur, il y avait aussi Non. d'autres. Il y avait producteurs. c'est une coproduction. Euh, t- Toujours dans ce que tu étais en train de raconter, dans l'idée, tu parlais de beaucoup de versions. Et je sais que je t'ai demandé une première version, parce que c'est un peu la tradition ici. Je demande les premières versions Mm. aux scénaristes pour pouvoir observer un peu le chemin qu'il y a eu entre la V1 et le film Mm. qui m'est projeté au Mm. final. Et du coup, tu me disais qu'il y avait quand même beaucoup trop de versions, en tout cas pour que la V1 me donne un chemin assez clair. Oui, alors, bon, d'abord, en fait, moi, j'ai une façon de travailler qui est que je vais assez vite au dialoguer. C'est-à-dire Ok. que dès que je commence à sentir un peu vivre mes personnages, et surtout dès que j'ai une idée de où je veux les emmener, j'ai besoin d'écrire. Et donc, souvent, je fais quelque chose qui est plus une V0 qu'une V1. Ouais. Voilà, et où il y a un peu tout et rien. Bon, donc, je ne sais pas ce que je t'aurais donné, si c'est une V0 ou une V1, et puis après la V1, il y a eu presque d'autres V0. Donc c'était une histoire compliquée. Pourquoi? Parce que je reviens à l'histoire originelle du film. Donc Pierre qui propose ce setup, moi qui contre-propose l'idée d'être en immersion à hauteur de mono-point de vue sur le gourou. Et lui, en tant qu'acteur, moi je pensais qu'en tant qu'acteur, il allait sauter sur l'opportunité, mais en se disant, bah, ça va être super, je vais avoir beaucoup plus à jouer, etc. Non, il n'a pas du tout pensé comme ça. Là, il pensait pour l'intérêt du film. Et donc, mais lui, il avait un setup qui était immédiatement dans les codes du thriller, on pourrait dire. Voilà, il y a une enquête, il y a un suspense, il y a une tête de mécanique un peu Hitchcockienne et tout ça. Bon. Et donc, il était prêt à me suivre, Yann et Pierre étaient prêts à me suivre sur cette dynamique-là, mais il y avait quand même, et c'était plus ou moins explicite, une condition, c'était qu'en termes de thriller, en termes de retournement, en termes de tension, bah, il fallait que ça soit très fort. Ouais. Donc, et c'est pour ça que je pense que tout ce que je vais pouvoir raconter après découle de ce deal originel qui fait que c'était très difficile. Après, chacun jugera si c'est réussi ou pas au final, mais que c'était très difficile, que c'était beaucoup de travail d'arriver à partir d'une structure qui est très caractère-driven, qui Ouais. aurait presque pu être une chronique de la vie d'un coach. Ouais. Et si j'avais pas travaillé, j'avais fait le même sujet, pas pour Pierre et Yann, et pour d'autres gens, peut-être que ça aurait été beaucoup plus chronique que ça. Et donc, il fallait trouver un moteur et des enjeux et une tension très forte. Et c'est ça qui a été, et c'était pas naturel, parce que c'est pas la mafia, hein, une organisation de coaching. C'est voilà, donc le thriller a quand même besoin de, entre guillemets, de sang pour vivre. voilà. Et donc l'idée du coaching personnel et du meurtre sont de base pas forcément Exactement. poreuses. Et donc l'idée. Il y a un peu un coup de force que certains vivent hyper bien, d'autres un peu moins bien, ça dépend. Même moi, je veux dire, j'ai pu complètement faire le voyage, et puis parfois me sentir, me dire, il y a quand Où même est-ce que je vais avec quand même ça, des feux rouges, Ouais. voilà, Ouais. à 200 km/h. Mais en tout cas, c'est ça l'histoire du développement, elle est là, quoi. Dans l'idée, du coup, là, on est sur l'univers du coaching, qui, comme on dit, n'est pas la mafia, mais est quand même un milieu sujet à controverse, en tout cas qui suscite du débat aujourd'hui. Euh,
c'est un sujet qui est éminemment intéressant. On a Peter Conrad, qui est cette espèce de grand gourou, on va dire, poussé aux stéroïdes à l'américaine, vers lequel regarde le personnage de Pierre Ninet en se disant: «Ah, j'aimerais être ce gars-là», qui ressemble beaucoup à Anthony Robbins dans la vraie vie, Peter Conrad, Anthony Robbins, c'est un peu deux faces d'une même pièce. Comment est-ce que toi, tu as abordé ce travail, et je me doute qu'il a dû exister, ce travail de recherche vers les coachs? Comment est-ce que l'enquête s'est formée autour de ces coachs? Hem, alors, de la lecture, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Ouais. Voilà, j'ai pris le temps de les regarder, m'y intéresser. Donc les coachs français, bien sûr, puis j'ai assez vite découvert il y avait des coachs français qui avaient 10-20 employés, enfin qui avaient des vrais business. Donc pour moi, c'était aussi, comme c'était un sujet qui avait quelque chose d'américain, j'étais un peu inquiet de faire un film américain à la française, qui est Ouais. jamais bien. Donc peut-être que c'est ça au final, j'espère pas. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé d'ancrer cette problématique dans une réalité française, notamment avec tout cet enjeu de la loi et tout ça, qui, je pense, est Ouais. réel dans d'autres pays du monde, etc. Ça, c'est très français. Voilà, donc dans la première partie du film, on est vraiment très, très texturé par les réalités françaises. Euh, donc la documentation, bah, beaucoup de vidéos. Alors, les Français, oui, mais franchement, le niveau est pas fou. Donc, si j'en étais resté là, ça pouvait vite faire très comédie, Ouais. en fait, parce que c'est tellement too much que c'est un peu pathétique et Ouais. comique. Donc, c'est plus la version Jonathan Cohen de Gourou que ce qu'on voulait faire. Donc, c'était pas toujours inspirant. C'était qui pourrait être rassurant de voir intéressant, ce qui hein. pourrait être bien en soi. Moi, je veux bien, mais voilà. Donc, et du coup, beaucoup les Américains. Et oui, et c'est vrai, beaucoup Tony Robbins, Mm. qui est impressionnant, qui est charismatique, qui est fascinant, qui est très très fort dans son registre. Qui a une mâchoire de 2 kilos. Ouais, complètement. Et en même temps, je pense qu'il est d'une grande toxicité. Ouais. Euh, alors, on voit ça dans I'm Not Your Guru, le documentaire sur lui sur Netflix. Mais le documentaire est très 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 complaisant. Malgré tout, il y a des scènes que beaucoup de gens trouvent très choquantes, à mon avis, à raison. Mais ce documentaire ne raconte pas le dernier jour de son séminaire Meet Your Destiny, que j'ai... Alors, quand on fait le séminaire de Tony Robbins, on signe un papier pour dire qu'on ne pourra pas en parler à Ouais. personne, etc. Les NDA. Mais voilà, exactement, NDA. Mais il se trouve que sur un podcast génial qui s'appelle Méta de Choc, j'ai fini par pouvoir entendre le récit complet du séminaire de un Français qui l'avait fait, je ne sais plus, aux États-Unis. Ok. Et sans dire le nom de Tony Robbins. Une taupe. Mais voilà, finalement, vraiment une taupe. Et le dernier. Et donc, des mécanismes de catharsis collectif assez effrayants sont racontés dans ce podcast. Des manières de faire régresser une foule entière où tout le monde hurle en pleurant, en imaginant le pire, la mort de son enfant, etc. Et puis Tony Robbins, enfin, des choses terribles qui sont, je pense, ceux qui ont vu le film comprendront, inspirent la fin du film, enfin la dernière partie du film et le dernier séminaire. Le film il est construit sur 3 séminaires, avec le dernier séminaire qui est très Écrit, très dark et très très fou, très opératique. Voilà. En slow motion avec des lumières rouges. Ouais. Donc là le réel et cette enquête m'a permis de me libérer aussi, m'a autorisé je me suis senti autorisé à aller beaucoup plus loin dans la description de cette toxicité particulière. Parce que c'est souvent ça, en fait, le travail de recherche, c'est ce que j'ai pu noter chez beaucoup de scénaristes, n'agissait pas... Des fois, il y a la fausse croyance de se dire que le travail de recherche va brider un peu la folie du récit. Et en fait, dans 90% du temps, on découvre que le réel est parfois encore plus dingue que ce que pourrait proposer le plus fantasque des récits fantasques. Et donc, du coup, ça ouvre un peu les vannes. C'est ce que tu as l'air d'expliquer sur le niveau de folie que peut atteindre le coaching. Parfois, en tout cas, les limites sont plus loin que là où tu te serais peut-être arrêté dans un premier temps. Oui, non, tout à fait, c'est vrai. Là, c'est un exemple où c'est même
un récit très, très précis d'un séminaire qui m'a libéré. Parfois, c'est simple. Si on se libère du réel parce que on se connecte plus à l'esprit. Le fait d'accumuler de la documentation et de se sentir euh, finalement légitime de parler d'un sujet, parce que c'est quand même le but ultime d'un auteur, c'est d'être un peu désinhibé. Si c'est pour coller au réel, il y a des médiums qui sont beaucoup plus Ouais. adaptés que la fiction, etc. Donc il faut essayer de travailler avec la spécificité de son média à soi. Donc ouais, tout à fait d'accord. Et j'ai une question qui est encore dans la lignée de cette histoire-là. Est-ce que vous avez eu des retours de ce monde-là, parce que vous y êtes allé, en tout cas vous avez enquêté dessus. Est-ce que depuis la sortie du film, donc c'est quand même relativement récent, est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de soit d'agitation, soit de réaction, soit au contraire on passe à côté pour... Je suis assez certain qu'il y en a une. Enfin, en tout cas, des abonnements, des coachs qui s'abonnent à Yann, à moi, ou des Ouais. choses comme ça. Moi, ça me semblerait étonnant que ce milieu-là ne soit pas agité par ce film-là d'une manière Ouais. ou d'une autre. Et ça me semble pas mégalo de le dire. Je pense que ça me serait normal. Moi, il y aurait un Ouais. film que ça appellerait Le Scénariste. Je pense qu'on en parlerait tous. Que Ouais. bien ou pas bien, on irait Ou voir le adaptation. film. Tu vois, voilà, voilà. Donc, mais j'ai pas eu de prise de contact, de sollicitation. Il n'y a pas eu de Non. livreurs qui sont venus livrer. Non, et je sais Des pas si menaces. c'est. Est-ce qu'ils le vivent. Je serais très curieux. C'était Est-ce plutôt qu'ils ça le, la ouais, est-ce qu'ils le question, vivent savoir, mal ou bien? Est-ce qu'ils se disent finalement c'est quand même une. J'espère pas, mais on sait que ça peut être, voilà, ça peut être un peu ironique tout ça. Ça Ouais. peut être. En tout cas, moi, j'ai pas fait le film pour décourager les gens ou pour les encourager, Mm. mais je pense quand même que j'espère que s'il y a un message, il est quand même plutôt une invitation à la prudence. Justement, j'allais continuer sur cette histoire. Donc tout à l'heure, quand tu parlais de ton début de carrière, tu parlais d'un besoin de motivation. Moi, il a pu m'arriver à certaines occurrences, et je le confesse, d'avoir recours à ces livres audio, notamment celui de l'homme avec la grande mâchoire, Ouais. et du coup de recevoir un peu cette espèce de kick, comme il est Ouais. décrit dans le film. Ouais. Ouais. Et je voudrais savoir si toi, ça a pu t'arriver, et surtout, on va y revenir de toute façon en filigrane de ce podcast, qu'est-ce que tu penses de leur responsabilité, de notre addiction, de l'injonction à la performance, de la positivité toxique, l'écart avec la science, l'exploitation de la solitude, enfin tous les sujets que ça draine. Et qu'est-ce que toi, à titre personnel, ça t'a inspiré, et quel a été ton parcours de vie personnelle avec la motivation de manière plus globale, et cette injonction à la motivation? Moi, plutôt je suis plutôt épidermiquement sensible au groupe, et donc je suis pas du tout un client naturel de ce genre de grande messe. Ouais. Voilà, même voilà, j'ai fait beaucoup de séries, de films politiques, etc. Pourtant, j'ai jamais vraiment milité parce que voilà, j'ai quelque chose en moi qui résiste à la pression du groupe Ouais. trop fortement, etc. Donc, j'ai pas connu les séminaires. Après, je sais qu'il y a pas mal de moments dans ma vie, puis il se trouve qu'en parallèle de l'écriture, j'ai eu des choses un peu importantes et des transformations dans ma vie et des épreuves. Et donc, ça m'est arrivé de me dire, mais en fait, là, tu fais du coach math, voilà, tu C'est ne ça. le formules pas, mais ça revient un petit peu à ça. La manière dont tu essaies de remettre ta vie en route, la manière dont tu essaies de trouver un peu une discipline. Mm. Donc, il y a plein de choses dans lesquelles je crois, notamment le fait d'essayer de reprendre le contrôle sur sa vie par des petites choses. Bon. Donc, évidemment qu'il y a du bon, mais dans le mauvais, il y a toujours un endroit où il y a du bon. Hein. Mais je pense quand même que fondamentalement, payer assez cher pour vivre ces grandes messes cathartiques, ça a un effet libérateur, euphorisant sur le moment qui est Ouais. très important. Donc, en ce sens, c'est pas du tout une arnaque. Les gens ont ce pourquoi ils payent. Et en l'occurrence, se sentir moins seul, beaucoup. Mais il y a quelque chose de très... Cette magie-là, elle dure pas. Ça devient très addictif. Mm. Donc, ça peut être très coûteux, très ruineux. Très ruineux. Ça peut vite... Là, on le voit un petit peu, mais on n'insiste pas là-dessus, mais ça peut virer aussi à la pyramide de Ponzi. C'est-à-dire, on Ouais. fait des séminaires de coach pour devenir coach de coach, et puis à un moment, le truc s'écroule. C'est ce qui est un peu mentionné dans le film, Ouais, avec les coachés qui veulent très souvent Exactement, devenir coacheurs eux exactement, aussi. exactement.
Ouais. Donc je suis quand même assez sévère. Ok. Ouais. Même si quelqu'un comme Tony Robbins, je le trouve très doué, très fort. Ouais. Mais c'est Coach Matt le dit à un moment, je sais plus comment c'est formulé exactement, mais c'est peu importe ce que je dis, Ouais. Quand ce il qui s'énerve. compte, c'est l'énergie. Ce qui Mm. compte, c'est le kick. Qui compte même, c'est l'espèce de Ouais. brutalisation sur l'instant qui fait que les gens Ouais. se remettent en ordre de marche, quoi. Et je pourrais dire l'inverse de ce que je viens de dire, et il viendrait quand même. Ouais. C'est à ce Ouais, moment où ouais, il fait ouais, démissionner. ouais, Oh tout à là, fait. je vais pas spoiler non plus. Et en ce sens, oui, Tony Robbins, il est très très fort. Moi, je sais qu'il y a des vidéos vraiment qui m'ont fait un petit bug au cerveau. Et en fait, en les décortiquant, Ouais. je me rends compte qu'il y avait vraiment, vraiment pas grand-chose. Mais il y avait le génie Ouais. de l'intensité, de la voix, du regard, Ouais. du truc, un petit côté magicien qui est assez génial, qui est aussi très cousin des Preachers, parce que je me suis aussi beaucoup inspiré des Preachers. Ouais. Voilà, en fait, d'ailleurs, je crois que le déclic, hein, le premier déclic qui fait que j'ai commencé à me sentir bien pour écrire ce personnage, c'était la connexion avec la religion plus Ouais. qu'avec le coaching. Où je me dis, ok, là c'est plus mon univers, je vais voilà. Ouais. Mais par rapport à ce qu'il y a finalement dans le film, il y en a quand même pas mal. Il y a quand même 3 gros séminaires Mm. avec des très longues scènes. Il y en avait. Il y en avait 5 ou 10 fois ça. Enfin, parce qu'il a fallu quand même inventer sa méthode, et j'ai pas recopié que Tony Robbins, je me suis inspiré, voilà. Mais donc, il y en avait des fleuves de paroles, voilà. Et puis ça a été heureusement asséché, Ouais. quoi. Voilà. Hem, Dans ta carrière, on t'a souvent, en tout cas, j'ai pu lire ça et là, qu'on te mettait un peu l'étiquette du scénariste de thriller politique ou scénariste de fiction politique, peu importe, enfin, ça dépend du projet. Hem, donc pour les œuvres qu'on a évoquées évidemment, hein, Les Promesses, Baron Noir, et cetera. Hem, Ma question ce serait, d'où te vient, cet intérêt pour la politique? Et ma deuxième question, qui est un peu plus vicieuse, ce serait, quel est ton accès vers ce monde qu'est la politique? Quelle a été ta porte d'entrée qui t'a permis d'aller aussi loin dans l'analyse de ce milieu? Alors la première question, j'ai pas une réponse simple, je pense qu'elle varie un petit peu, selon les périodes, mais c'est parce qu'en effet, ça arrive qu'on me pose la question et j'ai pas encore verrouillé ma réponse, mais bon, tant mieux. Mais je dirais quand même, comme ça spontanément que, c'est l'envie d'aller, là où ça fait mal ou là où ça me fait mal. C'est-à-dire que, je trouve que voilà, la politique, c'est un endroit, où les choses marchent pas très bien, où il y a de la passion, il y a du déchirement, il y a en même temps des conséquences concrètes sur la vie des gens considérables, etc. Il y a une part infantile en moi qui voudrait qu'on s'entende tous bien et et en même temps, il y a une part adulte en moi qui sait que la vie démocratique, c'est le conflit. Donc, en tout cas, c'est un endroit assez douloureux, en Mmh. fait, où j'ai jamais. Moi, je suis pas. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai jamais été militant. C'est que je suis pas quelqu'un qui fonctionne de manière très péremptoire. J'ai des convictions. À un moment, il faut bien voter ça, mais j'ai toujours un peu naturellement envie de penser contre moi-même, voilà. Et du coup, il y a un endroit en même temps, où je suis pas bien là-dedans. Enfin, je suis bien à aucun endroit. Et bah, voilà, j'ai envie de travailler avec ce- les- avec ça parce que je Ouais, trouve ça. J'ai envie de faire vivre ça. c'est une Enfin, matière de conflit, ouais, exactement, exactement. Après, je pense que c'est aussi le goût du dialogue. Je trouve que c'est un univers où les armes, ouais, c'est les mots. très oratoire. Et voilà, j'adore les dialogues, donc je vais vers plus là que vers le western. Ouais. Voilà. Et Et, c'est, donc La Gourou, qui n'est pas un film de prime abord sur la politique, mm, tu pas pu t'empêcher du coup de mettre, de ouais, la politique dedans. ouais. Notamment avec, ce décor aujourd'hui devenu célèbre de la commission d'enquête, qui je me suis laissé entendre n'était pas aussi célèbre à l'époque de la genèse du film. On n'avait pas encore eu toutes les commissions d'enquête qu'on a eues, là il y en a une sur l'audiovisuel public, après on en a une sur les influenceurs. Enfin, c'est devenu vraiment une espèce Mm, de scène de ouais. la vie médiatique, la commission d'enquête. Donc parmi les nombreuses questions qu'ont posées cette commission d'enquête, en tout cas au sein de ton film, Hem, c'est celle de la responsabilité individuelle, qui est demandée par le personnage de Coach Matt,
et celui de on va dire de la responsabilité, le contrôle de l'État face à la responsabilité individuelle de Mmh. chacun. Hem, Moi, je voulais aussi avoir un peu ton regard sur cette question, c'est très intrusif, mais mais de voir un petit peu comment est-ce que tu as voulu jouer au sein du film entre cette zone de conflit, entre le contrôle, mais et la liberté individuelle, mais? Je ne sais pas si c'est une réponse, je ne sais pas ce qui se sent au final à la vision du film, mais bon, moi, je suis plutôt, sur ces sujets-là, je suis pas du côté de Matt. Je pense que c'est voilà, qu'il y a besoin de réglementation, que c'est Qui n'existe pas aujourd'hui d'ailleurs. qui n'existe pas aujourd'hui et voilà, donc la réglementation résout pas tout. C'est un petit peu aller à la surface des choses, mais on a besoin de traiter cette surface quand même. Ouais. Donc non, je pense que les arguments enfin c'est des professions, en fait, comme toute profession, où on a beaucoup de pouvoir sur l'autre. Ça va les psys, les flics, les magistrats, pas beaucoup, pas beaucoup, un certain nombre de professions et dont les coachs, peuvent mettre ces gens-là en situation de vraiment influer, impacter la vie des gens dont ils ont la charge à un moment. C'est aussi des professions qui peuvent attirer des gens, un petit peu tordus, qui vont aller vers ces métiers de pouvoir pour des mauvaises raisons, enfin, en l'occurrence pour le pouvoir et donc je pense qu'il y a besoin de réglementation. Ouais. Il y a besoin d'essayer de canaliser ça parce que voilà, et de Bah, surveillance et de contrôle je et tout ça. j'en profite parce que j'ai une autre question qui est à peu près dans la lignée de celle-là. C'est que dans le film, on sent que, c'est un peu une grande formule, mais on sent qu'il y a une France fracturée, Ouais. avec d'un côté, pour le dire très grossièrement, les sachants, les élites des matinales Ouais. parisiennes, comme il Ouais. a été dit à un moment, incarnés par donc Christophe, le frère ingénieur, Ouais. qui est diplômé, qui est légitime, face à une autre France qui serait peut-être plus la France du peuple. Et là aussi, je mets des grands guillemets, celle des réseaux sociaux, touche Ouais. pas mon poste, Julien, Rudy le chauffeur, Les démerdards, les démerdards mmh, face aux élites. mmh. Comment est-ce que tu as donc c'est un sujet qui pour moi est vraiment je trouve, au centre de la vie sociale et Mmh. politique actuelle en France. Comment est-ce que toi tu as pu, c'est toujours un peu la même question, mais l'intégrer dans ce film en marchant sur ce fil de funambule, en stigmatisant pas plus un côté que l'autre? Ça rejoint la question que tu m'as posée tout à l'heure sur, pourquoi la politique. Là, voilà, on est dans l'irréconciliable. On Mmh. est dans de la déchirure, et donc moi, cette déchirure-là, elle me touche, elle m'interroge, elle me met mal à l'aise et j'ai envie de la faire vivre, et donc et sur ce film-là, ça me semblait être vraiment au cœur du projet, c'est pour ça il y a cette dimension politique et tout ça. Mais donc oui, la France ubérisée, contre la France des grandes études et clairement, moi, sociologiquement, historiquement, j'appartiens à cette France, bourgeoise des sachants et cetera, mais j'ai pas, voilà, je suis en même temps, très sensible à tous les signaux qui viennent, d'ailleurs. Cette France qui est plus la mienne m'exaspère à plein de moments. Tout ce qui est tourne autour d'appropriation du savoir m'insupporte. Donc c'est vrai que j'avais envie de taper sur mon propre camp aussi. Mmh. Voilà. Je pense que le film est quand même orienté, mais il est, j'espère, pas complaisant. Mais c'est un peu ce qu'on fait à chaque fois. Enfin, Baron Noir, oui, le film, c'est une série qui est du côté de la gauche, mais qui aime bien châtie bien. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est au cœur du projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la Non, non, mais question. pour le coup, c'est des questions que je trouve tellement ouvertes et larges Ouais, que ouais, ouais. j'attends pas une réponse, Et- exacte là-dessus. Parce que même le personnage de Matt, ce qui est assez intéressant, c'est que il a l'air de venir plutôt d'un milieu, on va dire la France, des démerdards, Mm. mais il cherche quand même, et c'est très tôt dans le film, donc je divulgue rien, mais il Bien cherche presque sûr, à mais bien vouloir sûr, appartenir et à avoir la reconnaissance totalement. de la France des élites. Et en fait, Ouais, c'est en tout cas, c'est ce claquage de porte au nez qui va créer tout à fait. une frustration chez lui. Absolument. Et c'est Et qui crée quand même peut-être un peu d'empathie, avec le personnage. C'est que
c'est un personnage sombre, mais c'est un personnage aussi quand même un peu humilié, Ouais. même beaucoup. Ouais. La commission d'enquête, c'est très violent. Il y a quand Ouais. même de la moquerie, il y a des rires, etc. Donc, Ouais. normalement, enfin, en tout cas, si le film marche sur les spectateurs, Mm. c'est aussi à cet endroit-là où on crée une envie de revanche légitime, quoi. Mais c'était sur une phrase à un moment qui disait, ou c'est pour ça que cette question est venue, c'est qu'à un moment, il s'agace un peu, on lui propose une interview pour l'Express, il dit: «Non, non, moi j'ai mes propres canaux» Mm. et là, on sent qu'il y a une, enfin, il y a plein d'endroits où il y a des bascules, on y reviendra, mais il y a ce genre de on voit clairement de quoi il parle quand il dit: «J'ai mes propres canaux» Ouais, ouais. et je trouve ça surprenant qu'on voit à ce point de quoi il parle. Ah, oh, là, je mets les pieds dans le plat aussi. C'est un spoil, mais pas non plus. Puis tout le monde le sait qu'il y a une séquence à TPMP avec Cyril Hanouna qui fait pas mal parler. Il fait parler. Voilà, apparemment, pas mal de gens sont exaspérés et furieux et déçus. Et comment on a pu faire une chose pareille. Bon, faut quand même déjà regarder le film et la séquence, c'est un moment de Matt vient chercher une validation d'un mensonge immonde. Donc, il n'y a aucune vérification de rien. Ouais. L'émission est un tremplin vers des paliers supplémentaires de toxicité, etc. Je ne crois pas qu'il y ait de complaisance sur Non, ce qui est. c'est que des mauvais. contextualisé. Voilà. Après, moi, je pense qu'à partir du moment où on a Nicolas Demorand et France Inter au début, on ne va pas faire un faux Cyril Hanouna, ça aurait fait cheap, ça aurait fait ridicule. Je n'ai pas du tout imaginé, avec Yann non plus, on n'a pas du tout vu venir le problème. Ouais. Voilà. Je précise qu'il n'a pas été payé parce que aussi les gens fantasment, ou les gens disent Studio Canal, machin. Mais moi, je veux dire, on peut aller chez moi avec des huissiers dans la Ouais. première version de scénario où on était 2 ans avant d'avoir un Ouais. distributeur. C'était déjà TPMP. C'est-à-dire que moi, j'ai fait Barre Noire, c'est dès le départ, et on n'a rien inventé. C'est le cas de House of Cards, où par exemple, il y a Sean Hannity, un influenceur d'extrême droite américain, etc. C'est un peu un code de la série ou du film politique de se servir, de créer un échiquier médiatique Oui. réel pour crédibiliser ton univers. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt. Enfin, j'aime bien ça. Donc, mais voilà. Tout comme dans une série politique, il peut y avoir des personnages LFI, personnages RN, personnages du centre, et avoir des étiquettes. Parce qu'au final, Oui, les mais médias là, ont eux-mêmes sur une... les médias, c'est vraiment des journalistes qui jouent leur propre rôle. Ouais. Dans Barre Noire, systématiquement, c'est des vrais journalistes. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est assez contextualisé ce passage sur TPMP, parce que quand il dit j'ai mes propres canaux, on sait qu'il y a un lien, il y a une autoroute, on va dire, entre TPMP et les réseaux, C'est ça. et qui joue sur le viral. On a vraiment besoin enfin, dans son rise, à ce moment-là, on a vraiment besoin de ce sas et de ce sas d'y croire. Alors, malheureusement, il y a une partie des spectateurs qui ne veulent pas y croire parce que juste à ce moment-là, ça les sort du film. Je sais pas. Bon, mais voilà, j'espère que ça s'estompera avec le temps parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Non, mais pour le coup, c'était assez intéressant, à titre personnel en tout cas, à observer. Parce qu'effectivement, il y a aussi Nicolas Demorand avant. Donc, est-ce que montrer les choses, c'est encourager les choses et dire qu'on donne un blanc-seing à toutes les émissions? Je ne pense pas. Je réponds juste à une question à laquelle j'ai pas répondu, Dis-moi. qui était d'où vient pas seulement l'envie de parler de la politique, mais l'accès au réel. Voilà, je tenais juste à dire que c'était, en tout cas dans mon travail, ça avait quand même été très lié à la rencontre que j'ai eue avec Éric Benzekri dans la création de la série Barre Noire, qui lui avait fait une carrière en politique, quoi. Ah oui, donc il y a aussi ce contexte-là. J'essaierai de la recoller au montage. Je vais voir comment je vais faire avec un peu de scotch. Mais donc non, j'étais sur une autre question qui était sur j'ai envie de dire le pacte faustien du storytelling, qui revient d'ailleurs à la période qu'on mentionnait juste avant avec ce passage sur TPMP, où en fait le coach Matt et Mathieu Vasseur vont un peu se dissocier, et la création du coach Matt en tant qu'entité même va advenir. Donc au détriment de la vérité, on a ce personnage qui va, et on est encore une fois dans des questions politiques, hein, j'y reviens toujours, mais on est sur comment est-ce que ce personnage, par ce choix-là, de se créer tout un storytelling basé sur du mensonge, va en fait donner une espèce d'impulsion d'air de post-vérité à l'intérieur de son parcours. C'est l'histoire d'un naïf qui devient fanatique. Ouais.
c'était aussi un peu un des points de départ pour moi. J'avais pas envie de raconter un pur cynique. J'avais pas envie que ça soit une histoire d'argent. J'avais pas envie que ça soit que sa motivation soit l'argent. J'avais pas envie que la motivation soit le sexe non plus. Et sur cette question, j'avais aussi envie enfin, comme je l'ai dit, dans l'impulsion première du film, il y a cette idée d'être en immersion, mais il y a aussi une autre idée, là, pour le coup, négative, mais importante, qui est Magnolia, la référence à Magnolia, totalement écrasante, où immédiatement, je dis à Yann, mais bon, il y a Magnolia. Un mec très porté sexe. Voilà, et je me dis, mais bon, si c'est pour faire beaucoup moins bien, j'ai pas envie, etc. Donc, il y a tout de suite, voilà, on décide de ne pas aller sur ce terrain-là, du coach en séduction, du mascu, etc. Donc voilà, et on sort de là pour, malgré tout, il y a des gens qui font la comparaison, mais vraiment, on a plus tout fait pour s'en éloigner qu'autre chose. Pardon. Du coup, Non, mais encore une fois, c'est une question très ouverte sur la création du coup de ce personnage. Parce que là pour le coup, sur l'histoire des influenceurs masculinistes, c'est écarté même au sein du scénario, dès la commission d'enquête, donc encore une fois très tôt dans le film, où il explique que. Et donc c'est là aussi on voit que l'évolution du personnage est assez intéressante, c'est que c'est pas un mauvais coach, en tout cas c'est quelqu'un qui a des très bonnes intentions au départ, mais qui va s'embourber dans ce fameux mensonge. il est drogué au fait de faire le bien. Oui. C'est ça son addiction. C'est quelqu'un qui vraiment a besoin de cette reconnaissance et il y croit vraiment. À un moment, je pense qu'il commence ça bug dans tous les sens parce qu'il est confronté au fait qu'il a vu des choses, fait des actions qui sont difficilement catégorisables comme étant du côté du bien. Donc évidemment, le film, il va travailler à déglinguer sa psyché. Mais le point de départ, c'est vraiment, il est touchant, il est pas que touchant, il peut être énervant. Mais il y a des gens, je suis surpris, il y a des gens qui l'aiment bien jusqu'à assez tard dans le film. C'est une question que j'avais un peu pour la suite, on y reviendra. Mais du coup, encore une fois, sur ce personnage du coach Matt, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'à certains moments, j'ai senti, par quelques scènes, une où il est question peut-être d'un père, une autre où il est peut-être question d'un début de carrière un peu complexe. Il y a plein de micros indices, je trouve, sur son passé. Est-ce que toi, en tant que méthode de travail, là j'entends, est-ce que tu as comme habitude d'écrire ce qui est antérieur au film, d'écrire la bio de ton personnage de manière scolaire Non, pas du tout. J'aime pas ce qu'on appelle les fiches personnages parce que je trouve qu'un personnage hors de l'action qu'on raconte n'est rien. En fait, j'ai besoin de le voir faire des choses et parler pour qu'il existe. Donc, si c'est pour dire qu'il est brillant, mais je sais pas dans quelle situation, machin, en fait, ça va pas m'aider. L'année dernière, il était brillant. C'était super. Mais sur ce film-là, et là, peut-être je peux faire un petit peu rapidement l'histoire du développement. Au départ, pendant assez longtemps, le premier séminaire par lequel commence le film était à la page 25, 30, 35. Donc, on avait vraiment le rise depuis ce qu'il raconte en disant je mangeais du thon et je faisais des trucs à heure fixe, etc. Je racontais, et je trouvais que c'était passionnant en soi, de raconter comment on devient un influenceur, comment on finit par exploser sur le net, comment on maîtrise les outils, l'acharnement qu'il faut. Donc, je trouvais, il y a, au tout début, il fallait en même temps qu'il ait un métier. Au tout début, il était prof d'anglais, je me souviens. Vraiment pas la bonne idée. Ce qui est pratique. Ce qui était pratique pour crédibiliser le truc où il va devenir coach. Je vais pas spoiler. Enfin bon, c'est un peu démesuré pour crédibiliser un truc comme ça. Non, c'est pas anglais, c'est pas non plus. Et puis ça aurait desservi mon opposition à ces avec les institutions. Avec les institutions. Donc c'était vraiment pas la bonne idée, même si c'était un prof pas prof à la Sorbonne, hein, mais mais très vite il est devenu barman. Ça j'aimais bien. Je sentais bien Pierre jouer le barman qui tchatche et en fait un espèce de barman, un barman coach quoi, où en fait il est coach avant d'être coach et c'est parce que il est vraiment doué. Et il y avait la première scène, c'était dans un grand hôtel, c'était avec une cliente complètement perdue dans sa vie, en dépression. Il l'a remotivé et voilà, c'était vraiment, j'aimais bien cette scène. Et il y avait donc
c'est un peu sa première épiphanie de, Ouais. en fait, je peux faire le Les bien. daiquiris et le conseil. Il était là, il faisait. Voilà, ah ouais, c'était en plusieurs temps, voilà. Donc il y a eu ça, il avait donc à la fois, il y avait une entrée en matière qui était très positive, où on le voyait, réussir quelque chose, être vraiment, inspirant pour quelqu'un qui Mm. va mal. Et puis dans un deuxième temps, on le voyait, il y avait un entrepreneur à succès, new generation dans l'hôtel, machin, et cetera. Il essayait de copiner avec ce mec-là et en Ouais. fait, il se faisait complètement humilier par ce gars-là. Donc on rentrait avec un mec super, qui se faisait vite humilier, donc on avait un setup qui était quand même assez fort pour avoir envie de suivre cette histoire-là. Et puis on avait et puis en même temps, après l'humiliation, mais il se mettait du coup à bosser comme un dingue, comme un dingue. Il y avait une espèce de séquence à ellipse et puis il explosait sur les réseaux et puis boum, Ouais. on arrivait dans le séminaire. Mais c'était trop long, Ouais. à un moment, enfin bref, Ça pouvait être une série. la décision, ouais, Le spin-off de Coach Matt. c'était in intellectuellement, c'était implacable dans le manuel du scénario pour créer l'empathie, pour rentrer dans l'univers, pour avoir les clés. Mais en fait, c'était ah, l'envie de rentrer dans le film par un séminaire, c'était irrésistible en C'est fait. ouais, ouais, ouais. À un moment, on a précisé, puis le scénario était extrêmement long aussi. Ouais. Voilà, c'était vraiment Ça allait être un très film long. de 2h30. Ouais, non, c'est très long. Et donc ça, c'était sur le début. Et l'autre chose que je pourrais dire sur le développement, pour j'essaie de me souvenir un peu, c'est parce que, oui, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été assez dur parce qu'il y a un moment, cette pression à créer à faire monter le thriller à partir d'une matière qui est très caractère-driven, Ouais. je devenais un peu fou. J'avais l'impression que ça restait très linéaire, ça restait très poussif, etc. J'ai même à un moment abandonné d'ailleurs, et puis le producteur m'a appelé. Un petit conseil au producteur, si jamais vous perdez un auteur, ne l'engueulez pas, ne lui dites pas mais c'est la catastrophe et puis on a Pierre Dinet, machin. Restez cool, dites-lui que tout va bien, dites-lui qu'il y avait des bons trucs dans la dernière version, que machin, et puis ça peut marcher, parce que moi ça a marché. Donc Faut être positif. voilà, ça sert à rien de rajouter de l'angoisse à l'angoisse, ça va, voilà. Ça Ça pour va tous pas les pousser à producteurs écrire. qui écoutent Ouais, le podcast. voilà, exactement. C'est le conseil. Et donc il a bien fait parce que vraiment le film s'arrêtait quoi. Ouais. Ils auraient peut-être continué autrement, je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, et il y a en fait, parce que le film, du coup, il y a une dimension guerre de communication. Ouais. Puisque l'enjeu premier, c'est cette loi. Mais on n'allait pas faire un coach qui devient communicant de Communicant de crise, ouais. ou avocat, ou journaliste, je sais pas quoi. Il fallait Ça qu'il devenait la reste fièvre. Ouais, voilà, exactement. On sortait, ça devenait autre chose. Et Ouais. c'était pas bien. Il faut rester dans la singularité de son matériau et de son personnage. Et une première idée qui m'a un peu libéré, c'est le fait c'est le deuxième séminaire, le fait qu'il comprenne qu'il y a une journaliste dans la salle et qu'il la manipule. Donc là, il gagne une bataille de communication, mais avec sa spécificité, avec Dans ses son outils arène. dans son arène. Donc ça, là, je me dis, ah oui, là, on est au bon endroit. Et après, c'était dans toute la mécanique du frère aussi, c'était de toute la paranoïa au fait d'avoir, bon, mais là, je veux pas spoiler, mais dans la dernière partie, dans sa mégalomanie, il se pense tellement génial qu'il ne peut pas. Il est certain que son antagoniste a utilisé ses propres méthodes à lui. Ouais. Et là, je trouvais aussi qu'on était dans la singularité du coaching et voilà. Et je me sens que c'est ces deux idées que, ok, en fait, on va quand même essayer de repartir et de refaire une version, etc. Et voilà. Mais du coup, je me permets une relance là-dessus sur le récit du coup de descente aux enfers. Donc chaque scène essaye de briser un verrou avec plus ou moins de difficulté vers, on va dire, par le mensonge, vers un mage qui s'oriente vers de la magie noire. Petit à petit, c'est un peu comme ça que j'ai vu le film. Et pourtant, t'en parlais tout à l'heure, comment est-ce que tu arrives à expliquer que l'audience, que le spectateur, jusqu'à assez tard dans le film, on divulgue rien toujours, mais arrive à garder un attachement émotionnel pour ce personnage. Comment est-ce que t'expliques l'amour du anti-héros parfois? Je pense qu'il y a une dimension, c'est l'humiliation. C'est que Ouais. on s'accroche à un personnage, même négatif, s'il
s'il est victime d'une injustice. Donc ça, c'est très fort. Et c'est son cas quand même. Il fait partie de cette force de démerdard qui est maltraité, qui est un peu méprisé, où il y a de la condescendance, etc. Donc il y a une part en nous qui a quand même envie qu'il réussisse. Mais je pense que l'autre raison quand même très forte, c'est que ça peut marcher si sa toxicité révèle quelque chose de notre époque, en fait, tout simplement. Voilà. C'est plus grand que lui. Je pense que un film dont on a beaucoup parlé, c'était Nightcrawler, le film avec Jane Gyllenhaal, où le personnage est encore bien pire que Matt dans le film. Mais pourtant, on a envie de le suivre, bon, même si ça n'a pas été un gros succès. Et c'est vrai qu'il est très humilié. Et c'est un personnage symptôme. C'est un personnage qui en l'occurrence, est le symptôme d'un journalisme absolument hardcore, immonde, voilà, et d'une société qui a perdu la boussole. Donc je pense, moi, voilà, ce que je me Donc il y a une raconte, c'est ça. fascination morbide sur. Ouais, une façon morbide. Et puis, Bouillon. en fait, ça nous travaille parce qu'on sent qu'il nous parle de notre monde, quoi. Donc on a envie d'aller au bout. J'ai lu quelque part que tu avais une phrase qui était chaque projet a son format. Ah oui. Et c'est une question plutôt personnelle, carrière, on va dire. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé, et donc c'est intéressant d'avoir ce début de gourou qui n'a finalement jamais existé. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te rendre compte que tu avais, du coup oui, pas opté pour le bon format sur une œuvre? Est-ce qu'il y a une série où tu te dis, ah mais non, mais là ça aurait été le film de l'année sur ça? Ou est-ce qu'à l'inverse, un film, tu te dis, mais là, sur une saison, j'aurais pu tuer le truc? Alors, dans les séries ou les films qui ont été produits, j'ai pas d'exemple immédiat, et puis je suis pas sûr que je le dirai parce que ça serait pas très sympa pour moi et pour tous les gens qui ont travaillé dessus, etc. Mais dans les expériences de développement, oui, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, ou même d'arrêter un projet en disant, non, mais en disant au producteur, non, mais en fait, c'est pas une série, c'est un film, ou l'inverse, ou non, mais moi, en 8 épisodes, ça va pas marcher. Ça va être complètement déliquescent. Donc, c'est vrai que chaque projet a son format. C'est aussi, je peux dire ça tout simplement aussi parce que on est à une époque où il y a ce qui n'était pas le cas autrefois. J'ai commencé. Voilà, on peut faire des séries de 5 épisodes, de 7 épisodes, de 12 épisodes. On peut faire tout. Voilà, voilà, c'est difficile à faire, mais tous les formats sont possibles. On peut développer avec un producteur quelque chose qui deviendra finalement une série ou un film, parce que tous font un peu les deux. Donc, c'est vrai que l'environnement, il est plutôt propice au fait de réfléchir comme ça. Je crois que la BBC, depuis toujours, ils s'autorisent à développer pendant un temps sans savoir si ça sera un film de cinéma, ou si ça sera une mini-série, une série, etc. Enfin, ils ont une espèce de sas comme ça. Et bon, c'est quand même les meilleurs, donc je pense que... Et c'est sur quoi que tu dirais que tu jauges la taille d'un projet? C'est plutôt, est-ce que le personnage est trop riche? Est-ce que l'univers est trop Ouais, riche? pour ou moi, trop pauvre, enfin, ou trop... très simplement, ce qui va faire une série, quand je dis série, c'est donc une vraie série ouverte, parce que pour moi, il y a plus de différence entre forme fermée et forme ouverte qu'entre cinéma et série. C'est-à-dire que la mini-série est plus proche du cinéma que la série de la mini-série. C'est rare aujourd'hui, les séries. Mais pour moi, ce qui fait que je peux me dire, ah, mais ça peut être une série, c'est la force du personnage. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que le personnage, dans ses contradictions... Plus que l'arène, par plus exemple. beaucoup plus que Parce qu'il y a beaucoup de séries qui, du coup, sont des arènes formidables, et on y voit des personnages s'écrouler. Non, pour moi, c'est vraiment le personnage. D'ailleurs, Baron Noir, au tout début, c'était un film. Et je me souviens, voilà, Eric m'en parle et tout ça, et je lui dis, mais non, c'est pas un film, c'est une série. Et j'ai dit ça parce que le personnage me semble être un moteur sériel à part entière, parce qu'il est très riche, plein de contradictions. Sa quête est une quête qui est insatiable. Donc
voilà, pour moi, ce qui peut me faire me dire c'est une série, c'est la force du personnage. Après, entre films de cinéma ou mini-séries, vraiment, c'est que en explorant le matériau Ouais. que va y avoir un moment un peu une évidence, ça tient pas en machin, un truc. Bon, après, il peut y avoir des conditions de production, etc. Mais... Le film s'appelle Gourou. Je te propose, pour terminer un peu en douceur, un quiz gourou. Je vais te dire certaines choses qu'ont fait des gourous et tu me dis si ce gourou a existé ou s'il n'a pas existé. Donc, on s'éloigne du coach perso, Ok, mais ok. on va aller sur des Je gourous. vais pas être bon, mais c'est pas grave. Ça sera encore plus drôle. Voilà. Dans les années 80, un gourou américain a convaincu ses disciples que les extraterrestres ne communiquaient qu'à travers certaines séries télé, qu'il fallait regarder en boucle. Ah, j'adorerais. J'espère que c'est vrai et que tu vas me donner la ref. Mais je vais dire non, mais j'espère que c'est vrai. Pour le coup, c'est faux. Ouais, voilà. Mais il y aura des moments où ce sera un Ok. peu plus tricky. Un leader spirituel interdisait toute sexualité à ses adeptes, sauf avec lui, affirmant qu'il était le seul capable de porter l'acte sans se corrompre. Ça a une odeur de vérité très puissante, là. Ça picote la vérité, là. Et oui, c'était vrai. Ah, tu vois, c'est plutôt bon finalement. Il s'appelle Kate Raniere et il a écopé. Alors, c'est un programme de développement personnel d'élite. Donc là, on revient un peu sur le sujet de Gourou. Et il a écopé de 120 ans de prison, ce qui est une peine spectaculaire. Un nouveau. Alors, un gourou imposait à ses adeptes de ne parler uniquement qu'à la troisième personne pour dissoudre leur ego. Ça semble très, très probable que ça existait, ouais. Je pourrais pas l'identifier, mais ouais. C'est faux. C'est Là, faux. pour le coup, c'est C'est une bonne idée. le fruit de mon imagination. Une bonne idée. Un leader sectaire utilisait de faux témoignages et des figurants pour convaincre de nouveaux adeptes lors de séminaires. J'adore aussi l'idée, j'ai envie d'y croire. C'est vrai. Là, Ouais. pour le coup, c'est vrai. C'est Ouais. une organisation qui s'appelle Livespring. N'hésitez pas à chercher si, Ok. pour une raison qui m'échappe, vous avez envie d'en savoir plus. Et enfin, le dernier, un mouvement religieux officiellement reconnu en Suède affirme que copier et coller des fichiers est un acte sacré. Ils utilisent le CTRL-C, CTRL-V comme symbole religieux. Je trouve que c'est tellement spécifique que ça je me dis que c'est vrai, mais ça peut être une fausse spécificité sortie du cerveau d'un scénariste aguerri. Voilà. J'aurais aimé avoir cette idée, mais Ouais. malheureusement, c'est vrai. Ouais. Donc, ça s'appelle le copimisme. Le copimisme, ouais, c'est à peu près ça. Ok. Et donc, c'est un mouvement religieux officiellement reconnu par la Suède, qui en fait a été créé par, entre guillemets, un petit malin du nom de Isaac Gerson pour contourner les lois du copyright. Donc, en vérité, donc à chaque fois qu'ils copiaient-collaient une information, ils ne pouvaient pas être poursuivis en justice en Suède parce que c'est un acte religieux pour eux. Donc, ils pouvaient soutirer un maximum d'informations. Et ils ont réussi à trouver le cheat code ultime contre le copyright. Voilà. C'est dément. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps et qui l'utilisent visiblement à bon escient. La dernière question pour la route, la fameuse, la traditionnelle, l'éternelle. C'est quoi la suite? C'est probablement, enfin, disons que le projet sur lequel je suis le plus avancé, c'est une série pour Canal. Bon, malheureusement, je peux rien dire, mais qui résonne avec tous ces thèmes. On reste dans la Ouais, lignée. continue. Bon, eh ben écoute, on a hâte de voir ça. Jean-Baptiste, je te remercie beaucoup d'être Merci venu. beaucoup, c'était top. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le scénarisme. J'espère que cette discussion autour de Gourou vous a inspiré et offert des clés précieuses pour mieux comprendre le métier de scénariste et l'art de raconter des histoires. Vos écoutes, vos partages et vos dons sur la plateforme Patreon aident énormément le podcast à grandir et à toucher un public toujours plus large. On se retrouve très vite avec un nouvel invité passionnant. Et d'ici là, portez-vous bien, restez curieux et à bientôt dans le scénarisme.